Les rêveuses. Les rêveuses. Podcast. Vous écoutez le podcast des rêveuses. C'est un podcast qui accorde aux rêves oniriques, ceux qu'on fait la nuit, une place aussi importante que la vie qu'on mène à l'état de veille. Nous sommes Mimi Sao et Zoé Cléopatra. Dans ce podcast, on t'emmène à la rencontre de personnes que le rêve inspire dans leur pratique professionnelle et dans leur vie au quotidien. Bonne écoute. Bienvenue dans la saison 2 des Rêveuses. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle saison. Cette année, nous allons emprunter un nouveau chemin, celui de celles qui ont décidé de donner une priorité à leurs rêves et à ceux des autres. Dans cette seconde saison, nous recevons des professionnels du rêve et du sensible. C'est aussi l'occasion de vous dévoiler la réalisation d'autres rêves, de projets qui ont éclos pendant l'été. À Marseille, les rêveuses s'est matérialisées en cercle de rêve et en apéro-rêve. D'une part pour plonger au cœur de nos rêves et de leur analyse, et de l'autre pour partager en toute simplicité ce qui anime nos nuits. Si ces rencontres t'intéressent, alors retrouve-nous sur Instagram ou écris-nous un mail. Tu trouveras l'adresse dans la description de l'épisode. Dans ce premier épisode, nous discutons avec Claire Bordas, consultante en rêve. Elle nous raconte quel a été l'élément déclencheur pour qu'elle se penche en profondeur sur l'étude des rêves. Ce qui l'a convaincue à approfondir son approche et à développer des techniques pour pouvoir ensuite accompagner les personnes à l'autonomie onirique. C'est-à-dire, comment apprendre à analyser ses rêves avec ses propres symboliques et selon son propre cheminement. Elle nous éclaire sur sa vision pratique du rêve, comme par exemple, comment savoir si on a compris le message, ou comment ancrer le rêve dans la réalité de la vie éveillée. Mais quelle réalité au juste ? Bonjour Claire. Bonjour. On est ravis de commencer cette saison 2 avec toi parce que la première saison portait donc sur des témoignages de rêveurs et de rêveuses et on a décidé avec Zoé pour la saison 2 d'aller à la rencontre de personnes qui ont une approche professionnelle du monde onirique, comme c'est ton cas puisque tu viens d'avoir ta certification en analyste de rêve. Félicitations pour ça. Est-ce que tu pourrais décrire comment tu en es venue à ça et quel est ton parcours de rêveuse ? Alors déjà, je suis passionnée de rêve depuis que je suis petite. Quand j'étais petite, j'adorais les raconter en école primaire, donc mes rêves, mais aussi mes cauchemars. Et à partir de 15 ans, j'ai commencé à les noter, mais aussi surtout mes cauchemars, parce qu'ils m'avaient beaucoup marqué, et je les trouvais beaux quand même. Et donc j'avais déjà envie de garder la mémoire de ces récits. Et aussi, je me disais que je pouvais en créer un film, tellement c'était saugrenu, absurde. Ça aurait été aussi plutôt des films d'horreur, en l'occurrence, mais bon. Et après, derrière, je me suis dit, OK, il y a un message caché derrière, et j'aimerais bien le creuser et essayer de comprendre. Mais ça a été décousu, je me souvenais de mes rêves de temps en temps, et pas tout le temps. Et à 30 ans, j'ai fait un rêve qui m'a vraiment marquée. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, là, j'ai envie de comprendre vraiment ce que ce rêve voulait me dire. Donc, c'était un rêve où il y avait une femme qui me mordait au cou jusqu'au sang. Et donc, je savais que j'étais en train de mourir. Je voyais tout flou et je voyais vraiment du sang partout avec cette femme aux cheveux noirs corbeaux qui m'a vraiment marquée. Et en me réveillant, je me suis dit, c'est vital, il faut que je creuse. Donc j'ai commencé à faire une formation théorique, même si j'avais déjà beaucoup lu sur le sujet, donc une formation en ligne. Et ensuite, j'ai voulu continuer, mais plutôt dans la pratique. Donc j'ai fait une formation avec une psychanalyste qui s'appelle Geneviève Abrial et qui m'a appris une méthode donc, qui était plutôt
sur la psychologie et sur donc la signification des symboles, et également sur donc les peurs, les désirs et les croyances. Et donc c'était une première méthode d'analyse de rêve qui était vraiment assez fouillée, très intéressante, mais ça m'a donné envie donc d'en connaître davantage et d'adapter mes méthodes à plusieurs rêves. C'est-à-dire que chaque rêve, il peut y avoir un rêve qui va être court, un rêve long, un rêve qui va être plein de symboles, et de voir quelle méthode je vais pouvoir utiliser pour chacun des rêves. Donc j'ai trouvé une autre formation qui était donc consultant en rêve, avec Nicole Gratton, qui a créé l'École internationale des rêves en 1992, et qui donc, a répertorié 5 méthodes d'analyse différentes de rêves. Autant ça a été inspiré de méthodes de chercheurs et de spécialistes, que des méthodes aussi qu'elle a créées elle-même, puisqu'elle a tenu un journal de rêve depuis plus de 40 ans. Et donc ça a été une méthode qu'on a fait en groupe, où on devait autant analyser nos propres rêves que les rêves des élèves et que des rêves anonymes. Donc c'était vraiment très intéressant. Et donc j'ai fini cette formation que je complète aussi avec une formation en coach psycho-émotionnel, plus sur, donc qui est complémentaire dans le sens où elle me permet de manier l'art du questionnement. Parce que c'est vraiment ça aussi, le rêve, c'est aider le rêveur ou la rêveuse à trouver son interprétation la plus juste possible. Et quelle est la complémentarité de toutes ces formations que tu as décidé de faire ? Ces formations, elles se complètent parce que les méthodes d'analyse sont très différentes et ça me permet de pouvoir justement comprendre quelle méthode je vais utiliser en fonction de quel type de rêve, mais aussi d'avoir créé, on va dire, ma propre méthode aussi d'analyse. Parce que c'est vrai que donc, la première méthode est dense, et je sais que ça va être des rêves où, par exemple, que je vais analyser quand ça va être très psychologique, plein de symboles, et où il y a eu un sentiment très fort derrière, comme un cauchemar. Et où donc je vais pouvoir un peu comprendre quelles sont mes croyances derrière, mes peurs cachées, etc. Par contre, pour les autres méthodes d'analyse, ça va être des méthodes qui vont être liées à l'intuition, des analyses synthétiques qui vont être adaptées à d'autres rêves et qui me permettent maintenant d'avoir vraiment un panel de méthodes très différentes pour pouvoir vraiment analyser chacun des rêves. C'était un peu l'objectif, et aussi surtout de comprendre toutes les méthodes d'analyse différentes, autant donc la première méthode qui est vraiment basée sur Freud et Jung, que d'autres méthodes qui sont d'autres chercheurs, autant des scientifiques que des personnes qui sont dans la spiritualité, qui sont dans plein de domaines différents, de la psychologie, etc. Et qui permettent d'avoir un recul sur ça et de voir aussi quelle méthode on peut trouver chacun. On entend beaucoup parler des approches les plus connues, donc Jung et Freud. Aujourd'hui, tu les utilises aussi dans ta manière d'analyser. Alors pour la méthode qui est combinée donc, en association en symbolisme de Freud et Jung, je l'utilise, mais d'une certaine manière. C'est-à-dire que Freud, donc, il avait de très bonnes idées, notamment sur les désirs, les pulsions, refoulés, mais c'est plus forcément adapté à notre monde d'aujourd'hui. C'était bien adapté à l'époque, mais c'était plutôt donc, sur ce qu'il analysait, c'était les rêves compensateurs, et pour rééquilibrer notre émotionnel, donc tous ces rêves-là, quand on avait par exemple un manque de reconnaissance, un manque d'estime de soi, un manque de désir sexuel, etc. Donc il y avait tout ça qui rééquilibrait notre mental. Maintenant, il y a plein d'autres catégories de rêves. Et donc Jung, il est allé quand même au-delà aussi de Freud. Et il a permis aussi de, on va dire, mettre un peu plus de spiritualité aussi dans les rêves et de montrer d'autres aspects dans les rêves. Donc c'est aussi intéressant. Je pense que c'est important de comprendre déjà comment ça a été créé, comment ça a été avec Freud, Jung, puisque c'est eux qui ont vraiment lancé en fait la psychanalyse
sur les rêves. Avant, c'était vraiment d'autres... ça pouvait être des rêves prémonitoires, de prédiction, œuvre du diable. C'était vraiment perçu d'une manière très différente. Donc eux, ils ont vraiment mis le doigt sur quelque chose. Mais après, ça a été beaucoup plus poussé. Et c'est important aussi de se mettre aussi sur d'autres méthodes d'analyse qui sont peut-être un peu plus modernes aussi. Est-ce que tu pourrais illustrer justement par peut-être un exemple de comment il est possible d'analyser son rêve ? Alors, je vais donner un exemple avec un de mes rêves. Déjà, ce qui est important, c'est d'écrire son journal de rêve, parce que sinon, on ne pourra pas analyser son rêve avec... vraiment, il faut avoir toutes les informations, donc autant la date, le titre, le contexte. Le contexte, ça va être ses aspirations, ses préoccupations, quelles sont ses dernières pensées avant de dormir, quels sont les événements marquants de sa vie, parce que souvent, ça va vraiment se retrouver dans les rêves, même 2-3 jours avant. Voilà, c'est l'énoncé du rêve. C'est aussi bien d'écrire au présent, parce que ça va permettre de voir les verbes d'action et d'essayer de comprendre le rêve beaucoup plus facilement. Et aussi, surtout, le plus important, c'est de noter son sentiment final. On va pouvoir avoir plein de sentiments au cours d'un rêve. On va pouvoir avoir de la haine, de la tristesse, mais le plus important, ça va être celui qui va être à la fin, et c'est celui qui va nous donner la clé pour interpréter le rêve. Par exemple, un rêve basique, il y a un train manqué, et là, on est triste à la fin du rêve. Donc là, ça peut, par exemple, dire qu'il y a une occasion ratée dans la vie. Par contre, si on est heureux que ce train soit parti, là, ça va être complètement différent. On va se dire, bon, cette destination n'était peut-être pas en accord avec ce que je voulais faire. Donc, ce sentiment va complètement changer l'interprétation qu'on avait. Par exemple, pour un de mes rêves, donc j'ai fait un postulat. Postulat, c'est quand on veut induire son rêve et donc guider et orienter son rêve. J'avais une question que je me posais sur un de mes rêves, c'était est-ce que je vais accepter ou non une offre d'emploi ? Donc je l'ai posée à mon rêve, je me suis dit cette nuit, je vais vérifier mon choix et voir si je vais accepter ou non cette offre d'emploi. Donc j'ai fait un rêve qui s'appelle le bus. Je partais à l'école et je me trompais d'arrêt et je le trouvais. Le bus, il ouvrait les portes qu'à moitié. Il fallait que je rampe à l'intérieur. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié toutes mes affaires, donc pas d'ordi, pas de cahier. Je me sens énervée et je sens que je suis aussi à l'envers de la conduite du bus, donc j'y vais malgré moi. Et donc, je me sens résignée. Donc, suite à ce rêve, donc j'ai compris un peu directement, mais qu'on peut analyser aussi d'une certaine manière, ça va être déjà de voir les verbes d'action. Je me trompe, j'ai oublié, je suis à l'envers de la conduite du bus. Donc déjà, ça peut vraiment donner une indication sur l'analyse du rêve. Et il y a aussi le symbolisme. Dans le bus, qu'est-ce que ça représente pour moi ? Pour moi, le bus, ça va être quelqu'un qui va manier et qui va contrôler. Et moi, je ne vais pas du tout être en contrôle. Donc, ce qui veut dire que c'est un choix que je vais peut-être faire malgré moi, puisque ce n'est pas moi qui conduis le bus. Et je suis à l'envers du bus. Ce qui veut dire que du coup, je vais à l'envers de ma destination et pas celle que je veux vraiment. Donc, j'ai compris directement ensuite que j'avais envie de faire marche arrière. Et le matin, je me suis dit, je ne prends pas cette offre d'emploi. Et j'ai été directement soulagée. Et ça a été très rapide parce que les rêves, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est parce que j'ai l'impression qu'on est dans un monde, on a l'impression qu'on perd tout le temps du temps et qu'on n'a jamais de temps pour nous. Alors qu'au final, avec nos rêves, on gagne beaucoup plus de temps et on gagne sur toutes les questions qu'on se pose la journée, qu'on peut se poser la nuit et qui peut tellement nous indiquer et où, à force, quand on a l'habitude de les analyser, on va juste avoir l'intuition qui va venir et ce sera tellement facile que ça viendra comme ça. Et c'est plus revenir à l'écoute de soi et à l'écoute de son corps aussi.
Du coup, peut-être pour te permettre de développer ce que tu viens de dire là, qui est très intéressant, j'ai envie de savoir comment toi tu définis ton métier et quel est l'intérêt pour toi de venir analyser ces rêves. Donc, ce serait donc consultante en rêve, où j'accompagne les personnes à l'art de rêver et surtout à la compréhension donc, de ses rêves et donc de soi-même, de connaître les parties de soi qu'on ne veut des fois pas voir. Et ça va être surtout aussi, puisque ce qui est important de dire, c'est que il n'y a que soi-même qui peut interpréter ses rêves. C'est impossible qu'une autre personne puisse interpréter vos rêves. Par contre, une personne peut guider et orienter en posant un bon questionnement et en... par exemple, moi, ça va être avec des exercices, un questionnement et d'autres méthodes qui vont être liées pour aussi autonomiser la personne. Mais donc, ce sera la personne qui sera le seul interprète et aussi le seul décideur. Parce qu'un rêve, c'est aussi... Il y a plusieurs interprétations dans le rêve. Comme Jung il disait, c'est comme un diamant où il y a de multiples facettes. Et il faut le regarder de tous les angles pour après comprendre et voir qu'est-ce qui fait le plus écho en nous. Donc ça peut être aussi en proposant des pistes d'interprétation et où la personne va sentir vers quelle piste il va pouvoir se dire c'est plutôt vers là, il faut que je mette le point là-dessus. Le rêve, il y a plein de domaines. C'est le psychologique, c'est scientifique, c'est spirituel. C'est ça qui est intéressant aussi. Et il y a beaucoup de spécialistes qui vont être sur les rêves. Il va y avoir autant des psychologues que des spécialistes du sommeil et d'autres chercheurs. Et consultant en rêve, ça va être aussi une personne qui sera spécialiste donc, dans le rêve, mais qui va pouvoir aussi rediriger vers d'autres spécialistes. C'est-à-dire que s'il y a des traumas, des blessures profondes, on peut mettre le doigt dessus, mais après, des fois, il faut creuser aussi avec un psychanalyste derrière. Mais le rêve va permettre de pouvoir mettre plus facilement le doigt dessus. Et aussi, c'est-à-dire qu'un consultant ne pourra pas tout traiter. Par exemple, il y a un rêve d'une personne qui s'étouffait en permanence. Et là, il est allé voir un psychanalyste qui lui a dit ça, il y a une blessure de l'enfance, il y a quelque chose à creuser. Et au final, il est allé voir un spécialiste du sommeil qui lui a dit vous faites de l'apnée du sommeil. Donc, vous vous étouffez dans votre rêve, mais c'est normal. Et donc, ça a été réglé, on va dire, en peu de temps, grâce à un spécialiste du sommeil. Donc, il y a aussi des étapes. Par exemple, si on fait vraiment des cauchemars, des rêves récurrents, ça va être la première étape. D'abord, aller voir un spécialiste du sommeil pour voir s'il n'y a pas peut-être une maladie neurodégénérative ou de l'apnée du sommeil, n'importe quelle autre maladie. Et ensuite, on peut traiter ça avec un consultant en rêve ou avec un psychologue, par exemple. J'ai parcouru ton site et j'ai vu que tu proposais pas mal de choses. Donc, il y a l'écoute des rêves, c'est ça, la découverte du sommeil, la transmission des différents modes d'interprétation et les clés pour agir sur les rêves. Ça m'a fait penser que vraiment il y a une grande pluralité dans l'univers onirique et qu'il est possible de faire tout un tas de choses et d'activités autour de ça. Comment ça t'est venu, toi, de proposer ces choses-là ? J'ai l'impression que ça dépend vraiment des envies et des besoins des rêveurs et des rêveuses. Si on a peu de temps à accorder à ses rêves ou à être autonome dans ses rêves. Des fois, il y a juste une séance d'écoute onirique, donc tout ce qui est relatif aux rêves, qui va être nécessaire. Parce que ça va être un rêve, un cauchemar ou un rêve récurrent qui nous empêche de dormir et où on a besoin vraiment de le comprendre, de voir quelle est la cause ou justement de le vaincre. En faisant un rêve lucide, par exemple, donc... comme vous avez fait un podcast à ce sujet, ou par plein de méthodes différentes. Donc,
c'est pour ça qu'il y a déjà cette première partie en séance d'écoute onirique. Après, la partie donc autonomiser les rêveurs et les rêveuses à interpréter leurs propres rêves, ça, c'est pour des personnes qui sont aussi passionnés par les rêves et qui veulent avoir cet outil toute la vie. Et donc, voilà, être autonome. Donc ça, c'est aussi une autre manière d'aborder les rêves. Et les rêves induits et les rêves lucides. Donc, les rêves induits, qui sont donc faire les postulats de rêve et agir sur ces rêves. Rêve lucide également, mais d'une autre manière. C'est pour ça que les deux, je les mets un peu dans la case d'agir sur ces rêves, puisqu'on les oriente dans tous les cas. Là, ce sera encore une approche qui est différente, parce qu'on va encore plus loin dans le rêve, où on va être dans une autre sphère qui ne va pas être forcément de l'analyse, parce que, par exemple, dans les rêves lucides, je ne les analyse pas forcément puisque je contrôle mon rêve. Donc c'est complètement différent et des personnes vont pouvoir venir parce qu'ils veulent prendre du plaisir dans leurs rêves, ils veulent juste expérimenter, ils veulent être plus créatifs, avec une problématique vraiment ciblée. Et donc ça va être aussi différent. Et après, ça peut être aussi donc des cercles de parole. Je réfléchis aussi à plein d'autres choses en ce moment. Mais c'est vrai que c'est vaste. Donc tu viens d'être diplômée, mais tu as déjà commencé à pratiquer. Est-ce que tu veux un peu nous raconter ce que tu fais au quotidien par rapport à cette activité ? Alors pour l'instant, je pratique avec donc des personnes que je connais et qui, donc souvent, tous les matins, je reçois un petit message. J'ai eu ce rêve-là. Est-ce que on peut l'analyser ? C'est compliqué de l'analyser directement parce que j'ai besoin de poser plein de questions. Donc quand on me dit ça, je pose plein de questions. Je leur dis, est-ce que tu as bien 20 minutes pour que, si la personne ne connaît pas trop les rêves, pour creuser en fait ? Parce que c'est pas moi qui vais pouvoir interpréter leurs rêves et leur donner des pistes, comme par exemple dans un dictionnaire de rêves ou d'autres choses. Et notamment ça, c'est une aparté, une anecdote, mais quand je dis ce que je fais aussi, quand je suis dans un événement extérieur, on me dit directement le rêve. Sauf que c'est impossible aussi de donner directement et de dire des choses toutes faites. Il y a des symboles universels où on peut dire, OK, il y a peut-être quelque chose qui va être autour de ça. Par exemple, la maison, c'est un symbole universel qui peut représenter la vie intérieure. Donc, OK, on a une première base pour en discuter. Mais ensuite, il faut aller plus loin et pas non plus induire la personne en erreur. Donc voilà. Et après, donc je fais un suivi avec d'autres personnes qui sont donc plus sur le long terme. C'est 5 à 6 séances en règle générale sur de l'autonomie, en l'occurrence, sur les rêves. Bravo pour toutes ces activités que tu fais autour de ça. Ça montre à quel point le rêve est un monde riche et que c'est une source intéressante d'apprentissage de connaissance de soi. Et on t'entendra tout à l'heure sur tes projets futurs, puisque tu en as aussi. Il y a une vidéo que tu as mise sur ton site de Toby Nathan, qu'on aime beaucoup avec Zoé. Et dans cette vidéo, il raconte que le rêve en lui-même accomplit sa fonction, mais qu'il y a certains rêves, notamment les rêves récurrents, qui ne trouvent pas de solution. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette affirmation-là ? Même si on ne se souvient pas de nos rêves, oui, ils ont des fonctions. Dans tous les cas, le rêve va nous aider. Ils sont pas là par hasard. Le sommeil non plus, il n'est pas là par hasard. Le sommeil nous permet de nous régénérer physiquement. Et le rêve, il permet d'équilibrer notre mental par plein de moyens. Il y avait d'ailleurs Nicole Gratton qui avait réuni sous un acronyme CIEL
toutes les fonctions des rêves selon les neurosciences, donc qui étaient consolider la mémoire, donc pour enlever les choses futiles et garder ce qui était essentiel pour la mémoire à long terme, intégrer les apprentissages. Par exemple, il y avait une étude avec des étudiants donc, qui jouaient à des jeux vidéo, et donc il y en avait certains qui faisaient une sieste. Eux avaient mieux réussi aux jeux vidéo ensuite que ceux qui n'avaient pas fait de sieste. Donc il y a aussi la possibilité donc, de développer ça. Ça permet aussi d'évacuer le stress et les craintes. Donc pareil, quand on s'en souvient pas, des scénarios catastrophes, par exemple, on rate le bus dans nos rêves, on manque de temps quelque part. Le matin, ça va nous permettre de justement avoir évacué ce stress-là et de pouvoir y aller sereinement. Donc il va pas avoir cette... Il y a aussi la possibilité donc, de libérer les émotions refoulées. Donc, c'est les rêves compensateurs dont on parlait, qui, quand dans la journée, on a eu un manque de reconnaissance, un manque d'amour, ou plein de manques différents, notre rêve, il va nous le compenser. Ce qui veut dire que ça va vraiment faire cette sorte d'équilibre mental. Et ensuite, ça permet de stimuler la créativité. Donc, pour les 5 fonctions des neurosciences. Donc, je suis vraiment d'accord là-dessus au niveau de ce qu'il raconte. Que dans tous les cas, donc, il accomplit sa fonction et qu'il y en a certains qui vont être où on a besoin donc, de les analyser. Et où on peut trouver justement la solution. Dans les rêves récurrents, ce qui est intéressant, c'est que le moment où on trouve la solution, ils ne reviennent plus, les rêves récurrents. Ça m'a renvoyé aux interprétations qu'on peut avoir comme ça et au sens qu'on donne aux rêves. Il y a une personne qui avait été interviewée dans la saison 1, épisode 4, qui disait qu'elle avait rêvé de son ex avec qui ça s'était pas bien terminé et qu'elle a eu une conversation dans le cadre de ce rêve avec son ex. Et qu'elle considérait que cette conversation et que ce rêve plus largement faisait sens en lui-même. C'est-à-dire que ça lui a pas donné envie par la suite après de prendre directement contact avec lui. Et moi, à l'inverse, tu vois, moi si je rêve de quelqu'un, après il va falloir que je prenne contact avec cette personne et je trouve ça assez intéressant ces approches qu'on peut avoir. Toi, comment tu perçois les choses par rapport à ça ? Ça va vraiment dépendre de la personne. Peut-être que c'était un rêve de réconciliation et qu'elle avait besoin de ça pour passer à autre chose et que ce rêve, il lui a permis de faire ça. Ou peut-être que c'était autre chose. Moi, ça me fait penser à un de mes rêves aussi où tous les rêves ne sont pas forcément à interpréter. Il y a aussi une vidange du cerveau qui se fait la nuit. Il faut aussi comprendre donc, les catégories de rêves différents, mais par exemple, il y a les rêves réactifs, qui sont les rêves donc, où il y a les stimuli qui réagissent aux stimuli internes et externes, donc, c'est-à-dire autant si on a soif, ça va pouvoir se retranscrire dans notre rêve. Si on a envie aussi d'aller aux toilettes, par exemple. Moi, j'ai un nombre de fois, je faisais même pipi sur des gens. Je me disais, est-ce que j'analyse ce rêve-là ou est-ce que je vais juste aux toilettes ? Donc voilà, il y a ces rêves réactifs. Et il y a aussi d'autres rêves qui vont juste nous faire du bien, où on va pas forcément avoir envie de parler à la personne, ou si ça dépendra vraiment en fonction de... moi, il y avait un rêve où justement, donc c'est une amie décédée depuis de longues années, que j'ai revue dans un rêve à sa date d'anniversaire d'ailleurs,
et où donc j'ai pu la prendre dans mes bras, lui dire qu'elle me manquait et que je lui ai demandé est-ce que t'as quelque chose à me dire. Et donc elle m'a dit oui, fais un GR. Donc fais une randonnée. Donc sur le moment, je me suis dit ok, et une randonnée qu'elle avait déjà faite elle. Ce que je pouvais pas forcément le savoir, je peux essayer de revoir dans un autre rêve, où je pouvais demander à son frère pour qu'il me dise quelle randonnée elle avait faite avant. Et au final, je l'ai pas forcément fait parce que je me suis dit ok, je vais faire une randonnée. Par contre, ce qu'elle m'a dit, même si c'est pas une randonnée qu'elle a forcément fait elle, mais voilà, j'ai pas ressenti le besoin. Ce rêve m'avait déjà comblée directement quand j'étais vraiment en état de plénitude qui des fois n'incite pas à une action, mais des fois ça peut, oui, inciter à reparler à quelqu'un. J'ai une amie avec qui on pratique ses rêves pour qu'elle puisse être en autonomie. Et qui avait un rêve d'un ami à elle qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, qui donc avait fait une exposition d'art, donc c'était vraiment beau. Elle me disait mais il n'est pas forcément dans l'art, donc elle me disait tiens, c'était intéressant. Je lui dis bah t'as envie de faire quoi comme action, parce que c'est important quand on va analyser son rêve, se dire quelle action on a envie de prendre derrière, qu'est-ce que ça va amener derrière. Et je lui dis, bah, t'as envie de le contacter, de lui dire quelque chose. Elle me dit, ah bah ouais, bonne idée, je vais le contacter, je vais lui raconter mon rêve. Et au final, il avait un projet d'exposition artistique. Donc c'était quand même assez dingue parce qu'elle avait un peu donc prévu ça dans son rêve, comme un rêve, catégorie de rêve télépathique. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des actions derrière, sauf s'il y a un sentiment de plénitude et de bien-être qui fait qu'on n'en ressent pas forcément le besoin. Toutes les informations qu'on reçoit en rêve ne nécessitent pas forcément une action, comme tu le dis. Moi, ça m'est arrivé de faire des rêves et de recevoir une information et de rien en faire derrière et de me dire, eh ben flûte alors, enfin peut-être que j'aurais dû faire quelque chose, tu vois. Mais après aussi peut-être que... ça, c'est l'idée que je me fais aussi. S'il y a une information qui est capitale, elle reviendra forcément. Oui, dès qu'il y a un message qui est compris, donc le rêve ne reviendra pas. Par contre, s'il n'est pas compris, il reviendra toujours d'une forme ou d'une autre. C'est pas forcément sous un rêve récurrent, ça peut être une forme qui est complètement différente, mais il reviendra. Et il vaut mieux se tromper, essayer d'analyser et se tromper, parce que dans tous les cas, c'est pas grave, il y a un autre rêve qui reviendra pour nous remettre dans notre route et dans notre évolution. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment, même si on a, par exemple, un rêve, on se dit, OK, par rapport à ce rêve-là, quelle action je peux faire ? Ça peut être... Donc, par exemple, dans mon rêve du bus, c'était refuser cette offre d'emploi. Donc, j'ai pris mon action. J'ai eu des rêves ensuite. Je pouvais vérifier si est-ce que ce choix-là était bon ou non. Et ça va m'indiquer que j'ai plus jamais refait ce rêve ensuite. Donc, c'est que le message était compris et que j'allais vers la bonne direction. Par contre, des fois, on va faire un choix, on va se dire, tiens, c'était peut-être ça. Et en fait, on va juste adapter et changer sa direction en fonction. Il n'y a pas de risque, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit, par exemple, les cauchemars ou des rêves récurrents comme des choses négatives, alors qu'elles sont très positives, parce que c'est une alerte de notre cerveau pour changer, en fait, pour aller vers un changement, et ça ne peut être que positif. Si on le tait, le chemin va être beaucoup plus long et difficile, alors que si on s'écoute et on regarde nos rêves et qu'on les comprend, bah là, du coup, le chemin il va être tellement plus rapide et plus simple. C'est une autre manière d'aborder, mais c'est bien de désacraliser un peu justement ce côté négatif des cauchemars qui, oui, vont provoquer une grosse émotion, mais c'est pour notre bien qu'ils font ça. Mais d'ailleurs, dans la saison 1, on en parle, Zoé, hein, tu sais, de
de ces cauchemars où il y a un monstre qui te court derrière. On a eu plusieurs témoignages dans ce sens-là. Et en fait, les personnes soit n'ont pas encore tourné le dos pour voir ce qui se passe, d'autres ont signifié leur envie de le faire et d'avoir la trouille, et d'autres encore ont réussi à affronter ça. Et puis en fait, c'était juste comme un courant qui passait comme ça. Et cette personne en particulier nous disait qu'elle était très surprise de voir qu'après toutes ces années à avoir fait le même cauchemar, c'est juste ça en fait, quoi. Donc c'est assez rigolo. Une autre question par rapport à la symbolique. C'est c'est une thématique dont on entend souvent parler. La symbolique, ça renvoie à quoi ? La symbolique, donc ça peut être un peu tout. Un objet, un lieu, un personnage, ça va vraiment être tout ce qui fait le rêve. Et donc ça va être très important dans le rêve de les analyser, de comprendre ce que ça représente, cet objet. Même si c'est compliqué, ça dépend de chaque rêve aussi. Il y a des rêves qui vont être à forte puissance symbolique, c'est-à-dire qu'il y a plein de symboles forts qui vont apparaître. Donc il y a aussi la différence entre le symbolisme universel et le symbolisme personnel. Le symbolisme universel, c'est ce qui est théoriquement commun à tous, même s'il y a toujours des variantes. Dans le symbolisme universel, donc c'était aussi Jung qui appelait ça l'inconscient collectif, et donc qui évolue aussi en permanence. Par exemple, quand il y a eu les Dents de la Mer avec le requin, il y a eu énormément de personnes qui ont commencé à rêver de requins. Et donc c'est rentré justement dans le symbolisme des rêves. Il y a aussi le symbolisme personnel qui est beaucoup plus fouillis et nombreux, parce que ça va être vraiment tout ce qui est personnel à nous, sachant que pour moi, j'ai l'impression, donc j'ai travaillé aussi avec des dictionnaires de symboles, donc avec la première psychanalyste, qui était vraiment poussée sur le symbolisme. Je trouve ça très intéressant, mais pour moi, c'est plus quelque chose à voir en tout bout de course. De savoir déjà qu'est-ce que représente ce personnage, cet objet pour moi. Qu'est-ce que ça représente déjà ? En quelques mots, juste un rêve où, voilà, par exemple, on fait l'amour avec quelqu'un. On va se dire, forcément, c'est qu'il y a un désir sexuel pour cette personne-là. Sauf que le rêve est irrationnel. Et donc, il ne veut pas forcément dire mot pour mot ça. Il va utiliser des métaphores et d'autres choses. Et dans ce cadre-là, je me suis dit, avec cette personne, qu'est-ce qu'elle représente pour moi, cette personne ? C'est une personne qui, en quelques mots, est très entreprenante. Elle a un caractère fort. Et donc, à savoir que souvent, les personnages représentent une partie de nous. Pas tout le temps, puisque ça peut aussi représenter un acteur virtuel ou ça peut représenter la vraie personne aussi. Mais quand c'est une partie de nous, on peut voir aussi quelles qualités on ne veut pas voir, quels défauts, Et là, dans ce rêve-là, où justement je faisais l'amour avec cette personne, j'avais besoin de me réconcilier avec cette partie entreprenante qu'on m'avait récemment critiquée. On m'avait dit que j'étais trop entreprenante sur des choses professionnelles ou amoureuses. Voilà. Et donc, ce symbole a permis d'analyser mon rêve. Donc, personne n'aurait pu analyser mon rêve, puisqu'en l'occurrence, c'est moi qui vais pouvoir dire qu'est-ce que ça représente pour moi. Et par exemple, notre symbole ça peut être la voiture. Pour quelqu'un, ça veut dire l'avancement dans la vie, aller dans une autre destination. Pour moi, qui ai déjà eu plein d'accidents, ça va être l'enfer, la voiture. Ça va être les accidents. Et donc, je vais avoir un autre symbolisme autour du rêve. Les araignées qui vont, par exemple, revenir souvent dans mes rêves parce que c'est une phobie, peut-être pour une autre personne qui va adorer les araignées, va le percevoir d'une manière très différente. Donc, oui, c'est vraiment très important le symbolisme, mais c'est très important aussi de faire attention au symbolisme personnel. Donc maintenant que tu es diplômée, tu parlais de ta pratique. Quels sont tes projets futurs par rapport à ça ?
Ça va être de continuer les accompagnements avec des particuliers. Je dis particuliers parce que j'aimerais plus travailler dans des secteurs un peu plus spécifiques, c'est-à-dire en prison. Donc là, je suis bénévole à la prison des Baumettes depuis 1 an, où on fait des ateliers, des groupes de parole, pas forcément liés aux rêves, surtout sur la communication, les émotions et d'autres groupes de parole sur la société en général. Et donc, j'ai prévu des séances sur l'analyse de rêves et sur la compréhension des rêves que je trouverais très intéressant, surtout au niveau des rêves lucides et de pouvoir s'évader d'une autre manière. Et ça va être aussi, j'aimerais aussi toucher d'autres personnes comme les personnes en maison de retraite qui continuent de faire des rêves, puisque c'est vrai que le rêve décroît aussi en fonction de l'apprentissage, donc ça dépend de ça. Mais il y a des rêves c'est des rêves aussi qui sont sur l'acceptation de la mort, et c'est intéressant de guider ces personnes âgées à travers ça. Ça va être moins des méthodes d'analyse poussée, ça ne sera pas du tout là-dedans. C'est vraiment dans l'émotion. Donc là, il y a un livre de Nicole Gratton à ce sujet, c'est Rêves en fin de vie, très intéressant pour voir comment accompagner les personnes âgées dans ce sujet. Je sais que j'aurais aimé accompagner mon grand-père là-dessus, et où ça peut amener de la paix autant chez la personne âgée que pour nous, en fait. Et j'aimerais aussi, si c'est possible, en hôpital, mais plutôt pour les rêves lucides. Parce que notre cerveau, il fait pas de différence entre une situation qui est rêvée, fortement imaginée, ou dans notre vie éveillée. Ce qui veut dire qu'en fait, les sécrétions d'hormones, donc il y a des agents qui s'appellent ces substances chimiques, donc interleukines, des agents anticancéreux, qui sont aussi sécrétés dans les rêves d'extase. Donc plus on va faire de rêves de bien-être, d'extase, plus on va être aussi bien dans notre corps. Et une dernière question. Quelle ambiance as-tu envie de retrouver dans tes rêves, ou de quoi as-tu envie de rêver ? Alors, moi, comme je suis très cartésienne et que depuis novembre, j'essayais de voler dans mes rêves et que je n'y arrivais jamais, je rêvais pourtant de ça. Hein. J'étais catapultée, j'étais sur un trampoline, je voyais des amis qui étaient sur un matelas plastique qui volaient, ou des colibris. Y avait tout. Je volais même en magasin. Je crois que là, j'avais pas compris le mot voler. Donc il y a eu de tout dans le vol. Et là, récemment, j'ai réussi à voler. Et oh là là, pendant 1 semaine, j'étais tellement heureuse. Et surtout, j'ai volé en rêve lucide. Donc c'était encore plus dingue. Et cette sensation-là, je la retrouverai vraiment jamais, puisque c'est... la dernière fois, on me posait la question, on me disait, mais t'as qu'à faire un vol en parachute, ou t'as qu'à faire du deltaplane. Je suis, j'ai déjà fait, mais c'est pas du tout la même impression. Là, j'étais aspirée, c'était pas du tout... Donc, je pense que j'ai envie de continuer mes techniques de vol, parce que je suis sur ma lancée et que j'ai envie de continuer ça. Et il y a aussi, ça c'est mon rêve depuis petite, et c'est pour ça aussi que je voulais faire des rêves lucides, c'est d'avoir un chimpanzé dans mes bras. C'est un de mes rêves. Et continuer à les analyser tous les jours, comme je fais. Qu'un jour, tu pourras embrasser un chimpanzé et le tenir dans tes bras. Merci beaucoup pour ton témoignage. On est ravis de t'avoir reçu, et que tu sois la première personne à intégrer la saison 2. Et bonne continuation à toi, et merci encore une fois. Et toi, où en es-tu de ton écoute des rêves ? Ici, on souhaite s'écouter et regarder nos rêves pour s'engager sur le chemin de la simplicité et de la légèreté de l'être. Si ce chemin t'intéresse, nous t'invitons à te joindre à nous lors de nos cercles et de nos apéros. Pour plus d'infos, tu peux nous écrire à lesrêveuses.podcast@gmail.com. Nous te donnons rendez-vous le mois prochain pour rencontrer Edme Dena, une pragmatique sensible
avec qui nous parlerons de souveraineté intérieure, d'intuition et de spiritualité. D'ici là, faites de beaux rêves. Merci à Julien et Tito pour les créations originales. Merci à Radio Galère pour la confiance et le soutien. Les rêveuses. Les rêveuses. Podcast.